Donc effectivement, pour cette première conférence dématérialisée, on vous propose de s'intéresser à un bâtiment emblématique en fait et assez important finalement du patrimoine de notre territoire, qui est l'église fortifiée d'Isnières et qui est quand même une église qu'on peut dire encore relativement méconnue, avec son allure de donjon, qui a d'ailleurs donné l'occasion à une petite question sur la Minute Patrimoine sur RTR. Et donc, voilà, c'est sans doute un objet patrimonial qui mérite que l'on le valorise encore ce soir. Donc, sur l'agglomération, on a plusieurs églises qui présentent des éléments défensifs. Et d'ailleurs, il en existe ailleurs sur le territoire français, notamment en zone transfrontalière, ou frontalière. Et pour notre territoire, les aménagements ou les constructions de ces fortifications coïncident avec les troubles de la guerre de Cent Ans. Dès 1347, on entreprend d'améliorer les fortifications des villes importantes comme Villefranche-de-Rouergue, Millau et bien sûr Rodez, où l'évêque et le comte vont s'entendre pour bâtir ensemble un rempart commun à la cité et au bourg. La guerre de Cent Ans n'est pas une guerre de position. Les campagnes du fils d'Édouard III, surnommé le Prince Noir, visent à piller et à affaiblir le camp français, et notamment les possessions du commandant des forces françaises, Jean Ier d'Armagnac, qui est comte de Rodez. Et ces ces campagnes et les routiers vont créer en fait une insécurité généralisée sur le territoire. Les compagnies ensuite démobilisées même à la fin du conflit de la guerre de Cent Ans, continuent à piller et maintiennent ce climat de peur sur le territoire. Les villages vont donc chercher à mettre en sécurité leurs biens et leurs personnes. Plusieurs églises de l'agglomération vont être ainsi dotées de ce que l'on va appeler des chambres refuges. C'est le cas par exemple à l'église Saint-Maurice de Luc, à l'église Saint-Barnabé de Sébazac ou encore à l'église Saint-Géraud de Concourès. On a parfois quelques petits éléments depuis l'extérieur qui trahissent en fait la présence de ces chambres. Je pense ici par exemple à Luc. On a en fait un petit évier là d'évacuation d'eau sur cette partie du clocher. Pour le cas de Sainte-Radegonde en particulier, en fait, ces deux églises, donc de Sainte-Radegonde et d'Isnières, ont la particularité de ne pas être dotées d'un simple abri. En effet, le seigneur des lieux est l'évêque et les habitants ne disposent pas de château où se mettre à l'abri à proximité. Aussi, l'évêque va donc les autoriser à doter leurs églises de véritables systèmes de défense. À Sainte-Radegonde même, l'église va faire l'objet de plusieurs aménagements successifs et c'est ce qui va lui donner un peu cette architecture ou cet aspect un peu disparate ou hétérogène, tandis qu'à Isnières, on va avoir un projet de construction plus homogène et qui va donner donc cette allure vraiment de forteresse ou de fort. L'église semble avoir eu pour premier vocable Saint-Jacques, et lors de la visite de l'évêque Jean X de Saléon au milieu du XVIIIe siècle, l'église est placée sous la protection de Saint Christophe. On a ici un vitrail de Saint Christophe qui est dans le cœur de l'église d'Isnières. Mais le Pouillet de 1780 mentionne deux vocables pour l'église, Saint Christophe et Saint Jacques. Concernant le territoire de la paroisse d'Isnières, à partir de 1318, le prieuré d'Isnières appartient à la chantrerie de la cathédrale. Il fait donc partie des biens qui sont octroyés au chantre et qui sont administrés par lui. Le chantre fait partie du chapitre cathédral, donc c'est cette communauté constituée de religieux, les chanoines, qui sont rattachés à la cathédrale. Et à partir de la fin du XIIIe siècle, on peut même considérer que le chantre fait partie des chanoines les plus importants après les archidiacres, qui eux représentent l'évêque en son absence. Le chantre, lui, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui concerne le chœur,
Il installe les nouveaux chanoines, il reçoit leur serment, procède aux investitures et assure surtout le bon déroulement de la liturgie et notamment les chants. Cette donnée va être importante dans l'histoire des décors de l'église d'Ignières. Vous avez sous les yeux la clé de voûte, j'attire votre attention sur la clé de voûte du chœur de la cathédrale Notre-Dame de Rodez, où on voit 6 chanoines qui sont coiffés de leur aumus. Afin d'évaluer l'importance de la paroisse d'Ignières au Moyen Âge, on peut se référer au livre de l'Épervier, qui est un peu le premier dénombrement des habitants du Rouergue. Vous avez sous les yeux un atlas qui est bien postérieur, puisque c'est un atlas qui a été réalisé sous l'épiscopat de Monseigneur Bourret au XIXe siècle, mais qui donne une cartographie de la paroisse. Donc le livre de l'Épervier mentionne 35 feux sur la paroisse d'Ignières en 1349. En considérant une moyenne de 5 personnes par feu, ça nous donne un dénombrement pour la paroisse d'Ignières à environ 175 individus. C'est un chiffre qui est relativement faible, d'autant qu'il faut considérer une forme d'étalement de l'habitat sur l'ensemble de la paroisse. Dans sa thèse « Communauté et insécurité en Rouergue », Guillaume Ferrand évoque une dizaine d'habitations dans le village même d'Ignières, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu ici donc sur le bourg même d'Ignières, sur cet atlas de Monseigneur Bourret. En comparaison, à Saint-Radegonde et Souiry, où les églises sont fortifiées au XIVe siècle, au milieu du XIVe, on dénombre 54 feux à Saint-Radegonde et 60 à Souiry. À Boussac, on compte 70 feux, donc quasiment le double d'Ignières. Ce sont des chiffres du milieu du XIVe siècle, donc qui sont antérieurs à la guerre de Cent Ans. Néanmoins, cela nous donne un ordre de grandeur et d'appréciation de la paroisse. Ignières est donc une petite paroisse pour bâtir un tel fort. À Ignières comme à Boussac, la fortification intervient au milieu du XVe siècle, alors que la guerre de Cent Ans touche à sa fin. Les travaux ne sont donc pas une conséquence directe du conflit de la guerre de Cent Ans, mais plutôt l'expression d'une nécessité de mettre en sécurité les communautés isolées. Et c'est quelque chose que l'on trouvait même avant le conflit, avant la guerre de Cent Ans, avec des exemples dans le Lot, comme par exemple l'église Saint-Martial de Rudel, qui, elle, a été fortifiée dès 1320. Alors, en ce qui concerne les travaux de fortification de l'église d'Ignières, en 1442, l'évêque, qui est donc le seigneur du lieu, donne l'autorisation aux habitants de la paroisse d'Ignières de démolir les parties ruinées et fortifier, et il les autorise également à fortifier l'église. Cette mention de démolition est très intéressante parce que d'une part, elle nous donne à voir l'état de l'édifice. Précédent, qui est donc à des parties qui sont en ruine au moment de cette autorisation au milieu du XVe siècle. Et d'autre part, contrairement à Saint-Radegonde, où la fortification vient compléter un édifice existant et qui va donc lui donner un peu cette allure composite dont on parlait tout à l'heure, l'église d'Ignières, quant à elle, va faire l'objet d'une reconstruction totale avec une certaine homogénéité. Certaines, car à y regarder de plus près, on va voir que la campagne de construction a eu lieu en au moins 2 temps. Le plan de l'église est rectangulaire et la première phase de construction va commencer à l'est par un volume de tours presque carré et qui abrite le chœur. On voit très bien ce volume qui se dessine ici avec la chaîne d'angle donc du premier volume de tours, qui est donc détaché dans la construction de la poursuite qui se fera ensuite vers l'ouest avec la nef. On devine à ce niveau, en fait, un premier niveau en fait, de créneaux et de merlons qui venaient couronner en fait, cette première tour et qui va être ensuite rebouchée avec la maçonnerie qui se fait en continuité avec la nef.
Je ne sais pas si c'est très lisible. Vous me le redirez peut-être à l'issue de la présentation et on pourra y revenir. Je reviens peut-être juste avec mes petites lignes rouges qui permettent de bien voir en fait le décroché ici des merlons et des créneaux. Ces merlons et ces créneaux vont se poursuivre également donc sur la façade est et sur l'ensemble en fait de ce volume de tours. On va également s'intéresser au chaînage ici de l'angle avec une différence en fait de matériaux, puisque dans la partie haute, dans la surélévation qui va être ensuite réalisée, on va utiliser du grès rose, ce qui n'était pas le cas dans la partie basse. Sur la façade nord, on va également trouver une trace de ces 2 phases de construction, avec une rupture à nouveau dans la maçonnerie, mais cette fois au niveau de l'escalier en vis, de l'escalier en vis, donc qui est inscrit dans ce volume circulaire de la tour. Et donc on voit très bien le décroché ici de maçonnerie et la reprise qui est faite ensuite avec la poursuite de la construction. Cet escalier servait dans un premier temps uniquement la tour avant d'être prolongé et de permettre l'accès au niveau supérieur et également au niveau ouest de l'église. L'accès à cet escalier se faisait plutôt par une porte surmontée d'un arc en accolade qu'on verra tout à l'heure et qui est dans le chœur. Vraisemblablement, après ce premier volume de tours, le chantier s'est poursuivi en bâtissant la nef vers l'ouest, puis les parties hautes et enfin le niveau défensif. Alors ce niveau défensif, en fait, vient surmonter 4 étages. Il est constitué d'un parapet haut de 2 mètres qui repose sur des corbeaux et qui ménage donc des mâchicoulis qui permettent les tirs plongeants. Il est percé de petites ouvertures carrées qui permettent en fait de surveiller au loin. Et en dehors de ces ouvertures de guet, le parapet ne dispose d'aucune ouverture de tir. On perçoit également 2 phases de construction dans cette dernière partie défensive, puisque les consoles de mâchicoulis ne sont pas à la même hauteur. Et surtout, aux angles, à l'ouest, on a ces petites tourelles qui sont en encorbellement, qu'on appelle des échauguettes, alors que aux angles est, on a juste un angle saillant simple. On peut donc considérer que ces petites échauguettes n'étaient pas prévues initialement, mais comme elles ne sont pas dotées de mâchicoulis, contrairement à Sainte-Radegonde, on pourra revenir sur les images de Sainte-Radegonde. Et là aussi, le parapet est aveugle. Donc ces échauguettes ont finalement davantage un rôle de prestige que de défense. De manière générale, l'église d'Isnières présente essentiellement des aménagements de défense passive, car outre les mâchicoulis, en fait, qui permettent de jeter les projectiles sur les assaillants, on n'a absolument aucune fenêtre de tir et donc de défense de ce fort. L'église s'élève avec des murs épais et quasiment aveugles, ce que l'on voit très bien sur cette image générale. Une porte est percée au sud pour accéder à la nef. Celle que nous connaissons aujourd'hui est à son emplacement originel, mais elle a fait d'objet de travaux au XVIIIe siècle. Une seconde porte en arc brisé est percée à plusieurs mètres au-dessus du sol et donne accès directement au 2e étage de chambre. On observe 2 trous, ce qui ressemble à des trous de boulin à la base de la porte. L'un d'eux contient encore une section de poutre, mais il ne s'agit pas d'une poutre qui aurait pu porter un plancher à l'intérieur. Cette poutre venait donc soutenir un niveau de plateforme qui venait en saillie au devant de la porte du côté extérieur.
Donc, l'historien Jacques Miquel, qui est parmi nous ce soir, qui est auteur d'une thèse sur l'architecture militaire dans le Rouergue au Moyen-Âge, a donné 3 interprétations en fait, de l'usage de cette porte. Donc, selon lui, j'espère que je ne trahirai pas ses mots, et il interviendra dans ce cas-là, cette plateforme pouvait servir de bretèche et ainsi assurer une défense verticale pour la porte d'accès du rez-de-chaussée, de la nef. Elle pouvait constituer un accès lors de conflits. On aurait alors muré la porte de la nef. On retrouve ce système d'accès en hauteur sur la tour de Yars, qui est également sur la commune de Sainte-Radegonde. On voit la tour ici. Enfin, Jacques Miquel propose une 3e possibilité, à savoir que cette plateforme pouvait servir à acheminer et à faire monter les denrées, les coffres et toute autre chose en fait que les habitants auraient souhaité mettre en lieu sûr dans les chambres en hauteur de l'église. Alors, on a remis cette illustration qui est donc une image récente, mais avec en fait cet échafaudage qui vient jusque sur la porte donc en hauteur et qui donne peut-être à voir l'usage que pouvait être qu'on pouvait avoir avec cette plateforme en hauteur. À l'intérieur, la porte est dotée d'un trou barillet, donc une ouverture qui est destinée à recevoir une poutre qui venait bloquer l'ouverture de la porte. La particularité de ces trous barillés, c'est que la poutre, en fait, est insérée dans le mur au moment de la construction de celui-ci. Ce qui permet d'utiliser une section de bois conséquente et qui va donc permettre d'avoir une solidité de ce système de fermeture. Depuis l'extérieur, l'élément qui trahit la vocation religieuse de l'édifice, c'est la présence du clocher. Il s'élève à la jonction de la nef et du chœur. Et sur des clichés du début du XXe siècle voilà, que je peux pas vous présenter ce soir, on a, en fait, on voit très bien que le clocher était beaucoup plus ajouré et vraisemblablement, ce sont dans les années 1910 qu'on est venu combler le clocher de ce côté, ouest, tandis qu'à l'est, on a toujours, les cloches, entre guillemets, «à l'air, libre». Alors, on sait en 1455, les travaux sont bien avancés, mais ils ne sont pas tout à fait terminés car les habitants de la paroisse sont chargés par l'évêque de répartir les chambres qui sont élevées au-dessus de la nef entre les paroissiens, et là je cite, moyennant finance pour permettre l'achèvement de ce fort et le paiement des maîtres qui y ont travaillé. La construction va donc s'achever dans les années 1455-1460. En tout cas, nous savons qu'à partir de 1467, l'évêque a nommé un capitaine pour ce fort. Le capitaine va donc organiser la défense du fort d'Isnières. À l'intérieur, maintenant, la spécificité en fait des églises fortifiées, c'est qu'elles sont à la fois des lieux de culte et des lieux de refuge. Jacques Miquel parle d'un lieu de sauvegarde pour les âmes et les corps, et je trouve que l'expression est vraiment belle finalement. En rez-de-chaussée, on trouve une nef, enfin la nef plutôt voûtée en berceau et qui est séparée du chœur avec ce grand arc brisé qui sépare donc la nef du chœur qui, lui, est voûté d'ogives, mais ce qu'on ne voit pas sur ces 2 clichés, je m'en excuse. On identifie très bien, par contre, ici, un certain décentrement entre la nef et le chœur qui donne à penser qu'une partie des murs de l'ancienne église ont pu être conservés, lorsque l'on a donc, fortifié l'église. Une sacristie a été construite postérieurement à l'est, donc derrière la fenêtre axiale, et va donc amoindrir en fait la luminosité qui rentre à l'intérieur du chœur par cette fenêtre. Ici, on voit peut-être, j'espère que vous arrivez à la distinguer, donc cette petite fenêtre axiale qui porte un vitrail géométrique relativement simple.
En l'état de nos connaissances, sur l'église d'Isnières, on n'a pas de données quant à la date de construction de la sacristie. On y accède par la porte qui se trouve ici et qui donne du coup sur ce couloir qui est voûté d'arêtes. Et à la retombée des voûtes, on a ici en fait, ces 2 petits, culots qui portent, 2 blasons, l'un avec la date de 1791 et ce second blason avec, les armes de la famille, Lenormand, donc à, chevron et 3 merlettes, donc à 2 en chef et 1 en pointe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, 2 chantres de la cathédrale de Rodez qui et donc prieurs d'Isnières qui étaient de cette famille, Lenormand. Je reviens à l'intérieur et donc on a 2 chapelles, la chapelle nord, la chapelle sud. Ces chapelles que l'on connaît aujourd'hui et qui apportent beaucoup de clarté, à l'édifice, datent du 19e siècle. La chapelle nord abrite l'Annonciation que vous devinez ici et on l'évoquera un peu plus tard au cours de cette présentation. Et la chapelle sud, elle, est dédiée à saint Joseph. Chacune des chapelles, donc dispose d'une grande fenêtre, qui ont donc des vitraux géométriques relativement simples, pardon, mais chacun en son centre, un rondel avec les monogrammes de la Vierge pour la chapelle nord et de saint Joseph pour la chapelle, sud. Dans le chœur, cette porte, donc c'est la fameuse porte en accolade dont je parlais tout à l'heure, permettait d'accéder à l'escalier en vis. Aujourd'hui, c'est une autre porte qui permet de faire la jonction. Et donc c'est par cette porte qu'on pouvait accéder au niveau supérieur, comprenant ce qu'on appelle, les chambres refuges. En temps de paix, ces chambres renfermaient des coffres, de bois, avec les biens les plus précieux, des propriétaires, voire également les récoltes. En cas de trouble, les habitants pouvaient donc, venir s'y réfugier. Au-dessus du chœur, au premier étage, est aménagée la pièce la plus confortable. On sait qu'elle est construite dès le début de la fortification, puisque donc dans les mentions de 1442, lorsque l'évêque autorise les travaux, il précise, je cite, que la chambre qui est au-dessus du chœur, avec cheminée, édifiée par Pierre Cocural, chantre de l'église de Rodez, à ses frais, demeure à perpétuité à l'usage du prieur, de ses successeurs et chapelains. Donc c'est cette chambre qui est la chambre du prieur, qui est la plus spacieuse par ses dimensions, mais également la mieux équipée, donc avec la cheminée dont parle l'évêque et que vous voyez sur cette image. Elle dispose également d'un placard et de 2 fenêtres et la fenêtre, sud dispose d'un cou-siège. Elle est identifiable depuis l'extérieur avec un linteau trilobé qui est repris ici par la menuiserie de la fenêtre. À ce même étage, mais construit donc postérieurement, on trouve, donc au-dessus de la nef, 5 autres chambres qui sont organisées autour d'un couloir central qui est éclairé par un petit jour. Les cloisons sont en pan de bois et chaque chambre est dotée, d'un placard avec une logette, donc on le voit poindre un petit peu ici et vous la voyez mieux ici. Donc la logette latérale qui va permettre de dissimuler encore un peu plus peut-être, les biens les plus précieux. Chaque chambre est éclairée par une fenêtre, mais de toute petite dimension, surtout comparée à la fenêtre à coups-siège que l'on vient de voir. Les cloisons, que l'on voyait ici, ont été en fait, reconstruites dans les années, 1980. On se retrouve maintenant au 2e étage, donc derrière la porte que l'on a évoquée tout à l'heure avec le trou barillet et on voit que juste à côté, on retrouve une fenêtre à coups-siège et donc comme dans la chambre du prieur, cette fenêtre au sud va permettre de profiter pleinement de la lumière du jour, que ce soit pour la lecture ou pour les différents, ouvrages. Au 2e étage, comme au 3e, les cloisons, étaient donc à pans de bois, mais elles n'ont pas été restituées. Par contre, les traces d'enduit et puis les décrochés que l'on retrouve ici
permettent assez facilement en fait d'imaginer les séparations, également avec le nombre de fenêtres et donc on peut, imaginer en fait que, ces 2 étages avaient chacun, 4 chambres pour ce qui est du deuxième étage et 5 chambres pour le troisième. La différence, en fait, la chambre entre guillemets «perdue» au quatrième, eh bien, c'est l'espace d'accès, qui est ménagé autour de la porte, que l'on a vue tout à l'heure avec son trou barillet et sa plateforme extérieure. Au quatrième étage, au-dessus de la nef toujours, on a une chambre dont, le mur, ouest, donc l'extrémité, dispose d'une cheminée et on avait également une fenêtre d'assez grande, dimension. Jacques Miquel a proposé en fait que cette pièce puisse avoir un usage, commun à l'ensemble des occupants en fait, des chambres, refuges, voire même peut-être de cuisine. On avait d'autres chambres sur ce quatrième étage, sous le clocher, mais nous n'avons pas suffisamment de traces, en fait, pour, véritablement identifier, le nombre de partitions, de séparations de ce dernier étage, aménagé. L'évêque va donc autoriser les habitants d'Isnières à louer les chambres. Alors ici, je vous montre, 2 images, alors qui n'ont pas été des photos qui n'ont pas été prises à Isnières, mais dans les chambres refuges de l'église de Sainte-Radegonde dans les années, 90, à l'occasion d'une fête, en fait, de la commune, avait été, en fait, reconstitué quelque part l'usage qui pouvait être fait de ces chambres. Donc on voit, femmes et enfants, venus se réfugier avec quelques vivres et puis, peut-être, la reconstitution, d'un conflit, bon avec les enfants, que l'on voit, tout souriants. Hem, En tout cas, voilà, ces chambres donc étaient mis, en location et à l'acquisition. On a plusieurs en fait, contrats de vente et de location qui sont datés, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. On a par exemple un acte notarié par lequel, Raymond Trogan qui, Raymond Trogan se porte acquéreur en fait d'une chambre dans les étages supérieurs et cet acte notarié nous indique que, il va également s'engager à participer financièrement et physiquement à la réparation du fort, à fournir des arbalètes et tout ce qui sera nécessaire à la défense du fort. Donc c'est vraiment un engagement aussi, pour la défense de tous, dans cet acte d'achat, de cette chambre. On a aussi des éléments, financiers avec, au XVIe siècle, une chambre qui est vendue à Gabriel Nicolo de Veissac, pour 14 écus sol et 36 sous tournois. Au XVIIe siècle, en 1642, Jean Boguil, qui est paysan de la Costarie, donc toujours sur la paroisse, prend un bail pour 400 livres, une chambre du fort d'Isnières appartenant à Pierre Carrier, qui est prêtre et prieur, d'Isnières. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ces mentions, c'est qu'en fait, on a, des des personnes qui se portent acquéreurs ou locataires de ces chambres avec des statuts tout à fait, différents puisqu'on a même un paysan qui va donc, louer une chambre. Dans beaucoup d'églises fortifiées, ou munies de chambres refuges, donc je pense aussi au cas de Concourès ou de Luc, les chambres vont continuer à être utilisées relativement tardivement, pour, mettre à la pour conserver en fait, des vivres ou, des récoltes, un peu aux grandes dames des évêques. On en a notamment mention dans les différentes visites pastorales où, les évêques demandent à ce que les coffres, alimentaires soient redescendus tout simplement, des chambres refuges, puisqu'on est dans des temps qui sont plus tout à fait, qui ne méritent plus peut-être qu'on mette, à ce point, à l'abri, ces récoltes. On revient donc, dans la partie, dédiée véritablement, à l'église, et on va s'intéresser maintenant, à ses décors. Donc le chœur
est décoré pardon, de peintures murales qui datent de la moitié du XVIe siècle. À cette époque, la charge de chantre est assumée par Jacques Pardinel. Heu, donc le prieuré d'Isnières, donc je vous le rappelle, qui est rattaché à la chantrerie, est également, rattaché en fait au enfin Jacques Pardinel est donc également le prieur d'Isnières à partir de 1538. C'est lui qui va commander les fonts baptismaux et ces peintures monumentales qui constituent finalement les décors, principaux, de l'église. La niche des fonts baptismaux pardon, donc est peinte de ces grandes bandes jaunes que l'on retrouvera tout à l'heure dans le chœur et elle est surmontée de alors je ne sais pas si vous le voyez parce que moi j'ai ici une vidéo, on a en fait 3 culots qui surmontent, les fonts baptismaux. Les 2 qui sont aux extrémités portent chacun des monogrammes, le monogramme du Christ et le monogramme de la Vierge et en ce qui concerne le culot central, on a un petit ange qui est sculpté. Hop, on a un ange ici sculpté dont on voit les mains ici qui portent un blason opale, donc c'est cette bande centrale verticale et 2 besants, donc ce sont les 2 pièces d'or que vous avez de chaque côté et ce blason, c'est le blason de Jacques Pardinel. C'est ce qui nous permet donc d'attribuer cette commande, au chantre, de la cathédrale qui est donc le prieur d'Isnières. Et juste derrière ce blason, on voit ici un petit bâton, hop, qui dépasse de part et d'autre avec ici 2 petits anneaux. Ce bâton, on va le retrouver ici dans les peintures du chœur et notamment, autour de la chapelle, pardon, de la fenêtre, d'axe. Alors ici, l'image que j'ai choisie n'est pas la bonne en fait puisqu'elle tronque les pilastres plats que l'on a de part et d'autre de la fenêtre. Je vous les remontre, je vais peut-être vous les remontrer pardon, sur cette image. Donc on les voit ici, des pilastres plats jaunes qui reprennent la couleur que l'on voyait ici dans la niche des fonts baptismaux. Je ne vous l'ai pas dit, mais ces fonds baptismaux étaient fermés. On voit ici la feuillure et le système qui permettait de fermer, les fonds baptismaux. Donc, on a des pilastres qui encadrent la fenêtre et ici, dans les brasures, on a une coquille Saint-Jacques qui est peinte en référence au vocable de l'Église, donc Saint-Jacques, mais qui est également le saint patron de Jacques Pardinel, le chantre et prieur de l'Église. Et de chaque côté, on voit des bâtons qui s'entrecroisent. Alors, c'est un peu plus difficile de ce côté, mais ici, on le voit très bien, ce bâton avec les 2 anneaux. Ce bâton, c'est en fait le bâton qui sert au chantre à rythmer les chants liturgiques, donc c'est vraiment l'attribut du chantre. C'est ce même, bâton qu'on avait tout à l'heure, derrière le blason de Jacques Pardinel, au-dessus des fonts baptismaux. Alors Jacques Pardinel ne va pas se contenter de, faire décorer l'église, il va également, faire réaliser des travaux dans une maison qui est située juste en face de l'église. Donc on devine ici, la façade sud pardon, de l'église d'Isnières. Donc cette maison qui est, indiquée sur le cadastre napoléonien comme le priorat, donc le prieuré. Jacques, Pardinel va faire construire une extension ici à l'est et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez donc on a, la souche, de la cheminée qui est ici à la jonction entre, la partie antérieure et cette nouvelle partie. On va donc avoir une cheminée de ce côté et une cheminée de ce côté qui vont partager en fait le conduit de cheminée. Ce qui nous intéresse, c'est de ce côté, on a, donc une pièce nouvelle à l'étage avec cette grande cheminée, avec au centre, du manteau, ce bloc de grès qui porte donc le pal et 2 besants qui sont donc, les armoiries de Jacques Pardinel. En étant prieur d'Isnières, Jacques Pardinel était également prieur de Sainte-Radegonde, donc de 1538 jusqu'à 1546 pardon. Il va, pour Sainte-Radegonde, commander une croix pardon, en pierre sculptée,
qui va être installé dans, cet oratoire, hop, que l'on a ici, qui est aujourd'hui disparu. Heu et la croix qui était donc à l'intérieur de cet oratoire est aujourd'hui conservée, au musée Fenaille depuis les années 1920 à la démolition, de cet oratoire. Je vous mets ici, une photo de l'oratoire de Seignac sur la commune de Calmont-de-Plancatch, qui s'apparente vraiment, enfin qui laisse, bien, voir ce que pouvait être cet oratoire, du coup de Sainte-Radegonde. Alors, la croix donc, de Sainte-Radegonde, vous pourrez venir ou revenir l'admirer au musée Fenaille, dès que nous aurons l'autorisation d'en rouvrir les portes. Cette croix, elle présente, d'un côté une Vierge à l'Enfant, ici, entourée d'un côté de, saint Jacques, donc toujours le saint patron du commanditaire, et de l'autre côté, un soldat en armure qui est donc, saint Michel. On voit bien ici, hop, le dessin de son armure. De l'autre côté, le Christ en croix avec la Vierge et saint Jean. Et ce qui est intéressant, c'est que de chaque côté, en fait, on va retrouver de nouveau le blason, les armes de, Jacques Pardinel. Cette croix, on peut la rapprocher, en fait, notamment avec, la forme un peu de ses bras, arrondis, d'une autre croix que l'on a, à Coubizou, donc au lieu-dit du monastère Cabrespine. Alors vous voyez que cette croix est beaucoup plus ouvragée, en tout cas, presque plus, enfin on pourrait presque dire ciselée dans ses parties ici sur les bras. Mais ces 2 croix sont tout à fait contemporaines, du milieu du XVIe siècle, et l'une comme l'autre en fait montre assez bien, l'entrée en fait dans le style, Renaissance, de tous ces décors. C'est le cas également des pilastres plats que l'on avait de part et d'autre, de la fenêtre axiale, et c'est, assez intéressant aussi de voir comment, les mécènes, petit à petit aussi, utilisent ce nouveau style de la Renaissance. L'église, d'Isnières est également l'écrin d'un groupe sculpté, remarquable ou plus que remarquable, et c'est assez intéressant de se dire qu'on va parler de l'Annonciation, aujourd'hui le 25 mars, qui est donc, dans le calendrier, je crois, le jour de la fête où on célèbre, l'Annonciation. Donc, ce groupe sculpté de l'Annonciation a été commandé par, Georges Vigouroux, un riche marchand. Alors là, on est antérieur, hein, aux peintures, dont on vient de parler. On est dans les années 1470. On a donc, l'original à Asnières, mais on peut, profiter d'un moulage, dans la cathédrale Notre-Dame de Rodez, dans la niche qui a été conçue donc au XVe siècle pour accueillir ce groupe sculpté. Et on a, au-dessus de la niche, ici 2 culots, mais on retrouve également ici, en fait, les, armes de la famille, Vigouroux, donc qui a commandé, cet ensemble. Le groupe, donc on a un moulage en fait à la cathédrale, Notre-Dame de Rodez, puisqu'en fait on a, mis à l'abri, si je puis dire, ces sculptures au moment de la Révolution. Heu, c'est voilà, ça me fait sourire, mais c'est vrai que l'église, d'Isnières a retrouvé sa vocation peut-être de refuge, à cette occasion. Donc sur ce groupe, sculpté, on voit Marie qui se détourne de son prie-dieu où elle était, en lecture, avec, ici son livre ouvert, et Claude et Pierre Séguret, qui sont auteurs de l'ouvrage Marie en rouergue, parlent pour cette œuvre d'une œuvre des plus achevées de la sculpture du gothique finissant. Il semble que ce groupe sculpté ait influencé la production régionale. En tout cas, il participe, d'un mouvement de création très important, et on parle d'influence, notamment par la position agenouillée et les drapés, en fait, des vêtements, les ondulations de la chevelure, de l'ange, que l'on va retrouver dans d'autres annonciations, comme celle de la chapelle de Louradou à Estaing,
ou encore celle, des Annonziades qui est conservée et aussi exposée, au musée Fenaille. Hem, alors pour cet ensemble, de d'Hinières ou de la cathédrale, Gilles Berbout, pense qu'on peut attribuer, cette sculpture à Pierre Viguier, qui était attaché à la cathédrale. On sait qu'il était présent à la cathédrale Notre-Dame de Rodez en 1470. Alors, on a un rapprochement stylistique. On a donc, de manière attestée, la présence de Pierre Viguier à Rodez pour les travaux de la cathédrale. Mais c'est vrai qu'on attribue beaucoup d'œuvres à Pierre Viguier, à son atelier sur l'agglomération. Par exemple, ici, la Vierge et le Saint Jean qui sont exposés à l'église Saint-Maurice de Luc. On retrouve notamment cette ondulation, des cheveux, de Saint Jean, les fronts bombés. Mais c'est peut-être, un raccourci un peu, rapide puisqu'on n'a en fait aucune certitude, aucun document qui nous permet d'attester avec certitude que cette annonciation, tinière, soit, véritablement de Pierre Viguier. Voilà, c'est vrai quand on a comme ça le nom d'un sculpteur, peut-être qu'on a, parfois un peu trop de facilité à vouloir, lui attribuer, toutes les œuvres, remarquables de la période. L'église, d'Hinières a été classée monument historique, en 1921 et d'importants travaux ont été réalisés dans les années, 80 et qui ont notamment permis de redécouvrir, les peintures murales, que j'ai pu, vous présenter.